qu'on est à l'aéroport. Il est temps d'embarquer. On vient de partir là de Bali, d'Indonésie. On est à Sydney. Et dans quelques minutes, on va rentrer dans l'avion pour notre seconde destination. On va partir aux Fidji. L'objectif va être très simple lors de ce voyage. Voir un maximum de requins. Très simple, ça va aller dans tous les jours. Et il faut essayer de spot un maximum de requins. Donc je vous en parlerai et je vous montrerai l'évolution tout au long du séjour. Donc forcément, la première chose qu'on fait quand on arrive aux Fidji, c'est se rendre au centre de plongée pour faire la fameuse plongée avec les requins. Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a rejoint à Barefoot, Kuta Island, le centre de plongée qui organise des plongées avec des requins taureaux ici. Donc plongée sous-marine en bouteille, on reste environ 45 minutes. Et là, on se dirige vers le point où il y a le groupe. Donc ces gens-là, c'est les organisateurs. Ce qu'ils font avec ces bars, en fait, c'est qu'ils essaient de protéger devait être 5-6 touristes. Donc ils essaient de nous protéger. Là, je regarde ma caméra. Ce que je faisais, c'est que je filmais ma tête. J'essayais de regarder si ma caméra sur le crâne que j'avais est filmée. Et on était entouré vraiment en tout, je crois qu'on a compté 15 ou 16 requins taureaux, plus ou moins gros. Là, je crois qu'on voit les plus gros. Et c'est vraiment une expérience que je recommande à absolument tout le monde de faire parce que c'est totalement inédit. Et après, quand tu rentres sur la plage pour aller manger sur le petit restaurant là au bord de la plage, c'est vraiment exceptionnel. J'aimerais aussi vous parler d'une chose, un critère que j'utilise beaucoup quand j'analyse l'avion, parce que hier, dans l'aéroport, on avait 6 heures d'attente. Donc, j'ai analysé une entreprise chinoise. Parce que je cherche à diversifier un peu mon portefeuille et à investir là-bas. J'ai commencé déjà le mois dernier. Et là, je compte encore ajouter quelques lignes en Chine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'analyse l'entreprise avec mon petit algorithme de notation d'actions, note à 90%, donc vraiment grosse qualité, croissance à 2 chiffres, business model vraiment incroyable. C'est une entreprise qui vend des boissons, des boissons alcoolisées notamment, de haut de gamme. Donc elle fait des marges qui sont complètement folles comparé aux concurrents. Ils ont des marges supérieures, ils dominent le marché quoi. Et ils sont quasiment en duotriopole avec deux autres concurrents. Eux, ils ont 30% du marché, un autre concurrent à 20% et un autre à 10%. Et après, c'est des tout petits qui se partagent le reste. Donc, très bonne situation. Et il s'avère que, après 1 heure, 2 heures d'analyse d'entreprise, donc j'ai analysé les chiffres sont parfaits. Et après, je plonge plus dans le business. Cette entreprise, c'était assez compliqué d'avoir les documents en anglais, donc j'ai utilisé ChatGPT pour tout faire traduire, tout était en chinois. Et en regardant tout ça, je me suis rendu compte que en fait, c'était une entreprise d'État. J'avais pas fait gaffe au tout début. J'aurais pu vérifier dès le début qui étaient les partenaires, ceux qui possédaient l'entreprise. Je n'ai pas pensé à le faire directement. Et en analysant l'entreprise, en regardant tout, je me suis rendu compte que 52% de l'entreprise était possédée par des entités gouvernementales. Et c'est le gouvernement qui décidait. Donc ça expliquait aussi pourquoi c'était la boisson, on va dire, officielle des événements gouvernementaux chinois. Et du coup, à partir de ce moment, l'entreprise est directement passée à la poubelle. La raison pour laquelle je n'investis pas dans des entreprises qui sont possédées par des gouvernements ou où le gouvernement a un rôle trop important dedans, c'est tout simplement parce que, premièrement, avec la géopolitique, un gouvernement, ça peut facilement avoir des problèmes dans d'autres pays, alors qu'une entreprise, ça peut bouger assez facilement. Deuxième chose, c'est que quand le gouvernement est à la tête, c'est surtout là, ici, les gens qui sont présents, souvent, c'est pas forcément des entrepreneurs, c'est des gens qui ont fait des études, c'est des gens qui ont fait l'ENA, etc. C'est pas forcément des gens qui ont monté leur entreprise, qui ont déjà fait des entreprises et tout ça, c'est juste des gens qui ont gravi les échelons tranquillement. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est des gens qui ont été choisis par le gouvernement pour diriger le truc. Donc c'était pas vraiment c'est pas un truc qui me rassure. Dernier point, c'est que quand tu es comme ça avec des contrats de gouvernement, où la majorité de ton argent vient des contrats de gouvernement, si du jour au lendemain, tu n'as plus les contrats du gouvernement, ou si du jour au lendemain, le gouvernement change, c'est un autre gouvernement qui passe, même si en Chine, c'est pas pareil, mais ça reste dans l'idée encore pire, parce qu'en Chine, il suffit que ça bouge et le truc, c'est complètement foutu presque, quoi. Et quand c'est comme ça, tu peux te retrouver avec une action qui va chuter énormément, parce que tu te retrouves avec une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des chiffres qui peut être assez conséquente. Donc, quand ça va dans le bon sens, tu vois des croissances à 2 chiffres, des croissances exceptionnelles mieux que le reste. Mais quand ça commence à aller dans le mauvais sens, en général, ça part en cacahuète. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette entreprise à la poubelle, parce qu'il y avait beaucoup trop de parts du gouvernement. Si éventuellement le gouvernement était très minoritaire avec moins de 5 ou 10% des parts,
pourquoi pas réfléchir un petit peu plus, mais là, dans ce cas-là, entre le gouvernement était client et en plus le gouvernement est actionnaire majoritaire, c'est pour moi red flag, même si les chiffres étaient exceptionnellement bons, même s'il y avait un moat énorme, même si l'entreprise est exceptionnelle. Malheureusement, il faut savoir s'en séparer. C'est la deuxième fois depuis ce début d'année que je trouve sur ça. J'étais tombé sur une autre entreprise pétrolière indienne, vraiment sous-évaluée, qui a eu ça en début d'année, qui a été la raison pour laquelle je n'avais pas investi, je n'avais pas donné suite. Donc la conclusion de tout ça, c'est que les chiffres analysés, c'est très bien, mais sans faire une analyse du business également qui est poussée, vous risquez de tomber dans des pièges, vous risquez de vous faire avoir. Pour les 3-4 jours qui ont suivi, on s'est rendu sur les Waya Islands, dans un resort qui s'appelait Octopus. Donc là, vous pouvez le voir, c'est cette grande île, et le resort se trouve sur cette île. Et c'était vraiment assez incroyable la façon dont c'est organisé. On a fait pas mal de snorkeling, forcément. Première chose qu'on fait quand on arrive, on fait du snorkeling. Et il y avait plein de petites activités dans le resort qui étaient très, très sympas. Bon, ça fait maintenant 3-4 jours à peu près qu'on est au Fidji, qu'on est sur une nouvelle île. Donc, vous la voyez dans les différentes vidéos du vlog, dans les différentes scènes. Et après ces quelques jours, je peux faire, on va dire, une petite comparaison de ce que j'ai pu voir au Fidji par rapport aux Maldives. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie il y a 26 ans. J'ai passé les 5 premières années de ma vie là-bas. Et c'était à l'époque encore où il y avait la grande barrière de corail, où les fonds marins étaient encore pas tous complètement morts. Il y avait quand même de la diversité. Vu que j'ai fait mes premières années avec du snorkeling, etc., dans ce genre d'endroit, autant dire que je suis assez blasé par rapport à tout ça, dans la mesure où c'est très difficile que je sois impressionné parce que je vais voir dans l'eau. Donc il faut prendre ça en compte dans ce que je vais dire, parce que pour certains, ce que l'on voit quand on est aux Maldives ou au Fidji, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est normal, quoi. C'est normal, c'est exceptionnel pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Mais pour moi, qui suis né en Nouvelle-Calédonie et qui a commencé le snorkeling et tout ça, il y a 26 ans dans ces conditions, disons que c'est assez triste à voir qu'il y a quand même beaucoup de coraux qui sont morts. Alors, ici au Fidji, c'est quand même beaucoup mieux qu'aux Maldives. C'est beaucoup mieux qu'aux Maldives parce qu'ils essaient d'entretenir, c'est beaucoup plus préservé, la nature. Il y a aussi deux choses différentes entre les Fidji et les Maldives. Les Fidji, c'est beaucoup plus volcanique. Là où les Maldives, c'est des îlots de pur sable, quoi. C'est que du sable, des plages de sable, des îles de sable, etc. Alors qu'ici, c'est volcanique. Et donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant, on va dire, quand c'est volcanique. Maintenant, ça fait que c'est un peu différent au niveau des couleurs, etc. C'est beaucoup plus clair aux Maldives, comparé à ici. Mais moi, je trouve ça plus impressionnant quand tu as une île comme ça et que tu as cette espèce de petite montagne qui arrive sur l'île, etc. Je trouve ça assez agréable, assez impressionnant. Donc, pour ça, je préfère les Fidji aux Maldives. Les deux, en termes de prix, c'est très, très cher. Et là, les hôtels, on est dans les hôtels, on va dire, une norme ou plus, ouais, on est entre 300 et 500 dollars américains la nuit, ce qui est quand même assez cher. Donc là, celui-là ici, je crois qu'on est à 450 dollars la nuit en all inclusive sauf boisson. Donc petit déjeuner, dîner compris. Dans l'autre où on va aller là dans 2-3 jours, on sera uniquement, c'est 500 dollars, 550 dollars la nuit, et on est sur quelque chose plutôt qui va être pas all inclusive. Aux Maldives, j'avais fait à peu près ça. Alors à l'époque où j'y suis allé, les prix depuis 2 ans, ils ont doublé dans l'île où on était. Et c'est pareil, j'avais payé à peu près 300-350 dollars la nuit, sans le all inclusive. Donc avec les repas et tout ça, pour 2 personnes, on monte à 450 dollars par nuit à peu près. Les deux sont très beaux. Je préfère quand même les Fidji pour un autre point aussi, c'est la culture. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de culture aux Maldives. Déjà, par exemple, le staff de l'hôtel, c'était soit des Indiens, soit du Sri Lanka, soit un Sri Lanka, certains de Madagascar. C'était vraiment très diversifié, etc. J'avais vraiment ce sentiment qu'aux Maldives, en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une zone vraiment faite pour les touristes, qui a été pensée pour les touristes. Tout est fait pour les touristes, tout est fait pour t'en mettre plein la vue, tout est fait aussi pour te faire dépenser de l'argent. C'est-à-dire que dès que tu vas vouloir faire quelque chose, ça va être complètement hors de prix. Ici, c'est beaucoup plus un touriste différent. Déjà, c'est beaucoup d'Australiens en touristes. Et deuxième chose, il y a la culture locale. C'est-à-dire ils veulent vraiment mettre en avant la culture locale avec leurs trucs, etc. Là où, par exemple, aux Maldives, ils ont essayé de te faire un truc culturel où c'est globalement, ils ont pris 2-3 trucs qu'ils ont vu sur un film sur Hawaï, 2-3 trucs qu'ils ont vu sur un film sur Tahiti ou des îles comme les Fidji, etc. Et ils essaient de te le balancer ça quand tu arrives sur
sur l'île aux Maldives pour que tu aies l'impression que tu sois quelque chose d'assez atypique. Alors qu'ici, tu sens qu'il y a quand même une histoire. Tu sens qu'il y a beaucoup plus qu'il y a leur histoire des Fidjiens, il y a cette petite culture avec leurs guerriers, leurs traditions, etc. Les Fidjiens sont très sympas. Je trouve ça plus... moi, je préfère. Je trouve qu'il y a plus d'âme ici aux Fidji que ce qu'on a pu avoir aux Maldives. Le snorkeling est également mieux ici. La plongée est également mieux ici. Les coraux sont quand même plus beaux ici que ce qu'il y a aux Maldives. Aux Maldives, dans le centre de plongée, forcément, pour te vendre leur package à $500, ils te disent oui, c'est magnifique, tu vas rien voir de mieux. Pour le coup, il n'y avait que des trucs morts. Il n'y avait pas de coraux vivants. Sur 40 minutes de plongée, tu avais dû voir 2-3 coraux de couleur et le reste, c'était des trucs, des coraux morts. Alors qu'ici, tu fais du snorkeling là, juste sur la plage et tu as quand même des coraux assez sympas. Alors bien sûr, ça dépend des îles où vous allez, ça dépend de tous les endroits où tu peux visiter, mais d'un point de vue global, je trouve que les Fidji sont un cran au-dessus en termes de prix. En fonction de là où on part, c'est forcément plus ou moins cher. Moi, je suis venu de Bali, donc le billet d'avion est un peu moins cher, mais si on vient d'Europe, je crois qu'il faut compter à peu près en économie 2 000 € par personne. Bien que c'est toujours agréable de nager, je dois quand même avouer que un petit peu déçu du snorkeling ici. Alors à part 2-3 petits endroits, c'était pas mal. Malheureusement, on n'a pas réussi à voir un seul requin du séjour. On a vu des tortues, mais pas de requins. On est venu là pour ça, mais bon, c'est pas grave. Ça restait quand même assez sympa de voir ça. Depuis qu'on est ici au Fidji et même quand on est en Indonésie, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le livre que j'ai sorti, aujourd'hui, il a déjà voyagé autant que le français moyen dans plus que 7. Ce livre, il a moins de 2 mois. En moins de 2 mois, il a déjà visité plus de 6 pays, que ce soit les Fidji, l'Indonésie, l'Australie, la France, le Royaume-Uni, la Pologne. Ce livre est allé dans tous ces endroits. C'est le livre que j'ai sorti, qui s'appelle Investissez bien aimé. Des fois, je l'ai appelé Investissez bien aimé tout simplement parce que le but, c'est de partager ma mentalité sur pourquoi j'investis. Et faire comprendre aux gens qu'investir, premièrement, c'est accessible à tous. Il y a des techniques, il y a une centage dedans juste sur l'analyse d'entreprise. Il n'y a pas un livre sur le marché francophone qui développe autant l'analyse d'entreprise que celui et qui le simplifie autant pour que n'importe qui soit capable d'analyser une entreprise en bourse, soit capable de la dénicher, de l'analyser et ensuite d'investir pour prendre des bonnes décisions pour son futur. Ce qu'il faut comprendre aussi avec un investissement, et ce que je viens de partager, c'est qu'investir, c'est pas uniquement une histoire d'avoir une belle retraite, c'est pas uniquement une histoire de devenir riche, ni financièrement, et je ne sais quoi. C'est pas non plus une histoire de se protéger du gouvernement. L'idée de l'investissement, c'est pas de vivre dans la peur, c'est justement de prendre cette idée qu'on est en train de vivre dans la peur avec l'argent, avec les salaires, on est en train de gagner de l'argent, de faire devenir sans-abri, etc. De transformer cette peur en un travail qui finalement, quand on investit, cette peur disparaisse. Comprendre que quand on investit, on va prendre des meilleures choix on va prendre des meilleures décisions avec notre argent. On va se mettre à comprendre qu'on va mettre notre argent dans ce qui plaît. Pour moi, personnellement, investir, ça a beaucoup aidé quand j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai commencé à gagner de l'argent, j'étais quand même assez jeune, je ne pas, 21 ans, 22 ans, à gagner entre 10, 20, 30, 40 000 € par mois. Et je me suis rendu compte que je dépensais absolument pas cet argent. C'était très difficile pour moi de me faire plaisir. Je dépensais 2 000 € par mois, et éventuellement 1 500 € dans le mois. Et j'y arrivais pas. Et j'ai vraiment pris l'investissement beaucoup plus au sérieux. Et plus j'investissais, puis mon temps de merde. Je peux dépenser cet argent. C'est-à-dire, maintenant qu'il investit, c'est bon, j'ai sécurisé mon avenir. Je sais qu'à 30 ans, a priori, j'aurais plus besoin de travailler de ma vie, même si c'est pas le but dans la mesure où moi, je m'arrête jamais de travailler, mais c'est ce que j'aime, mais j'ai sécurisé les choses, donc autant de passer pour toutes les pistes. Mais quoi, la histoire, là, sur les 3 dernières années, ça peut paraître énorme pour certains faits, pour d'autres, mais pour moi, c'est vraiment énorme. J'ai dépensé environ 150 000 € en 3 ans pour voyager, profiter, faire des activités. Je me suis rendu compte aussi que dans cet argent, il y a très peu d'argent qui a été dépensé dans des petites activités. Très peu d'argent a été dépensé dans du matériel, très peu d'argent a été dépensé dans des trucs qui servent à rien pour après son job, dans des vêtements, je ne sais quoi. La grande majorité, c'est été dépensé sur le lieu où je vis, dans les voyages, dans les expériences que je vais faire en voyage, c'est-à-dire faire de la plongée, de faire de la plongée dans l'eau jude, dans des lieux vraiment exceptionnels, vraiment dans de la pure expérience qui va rester gravée dans ma mémoire à jamais. Et ça, c'est quelque chose que l'investissement va nous transmettre. C'est quelque chose qui, vous allez me découvrir en investissant, vous allez vous rendre compte que vous pouvez utiliser votre argent. Il faut déjà apprendre à ne pas le dépenser bêtement, mais après, une fois que vous avez ça, tout ce processus sera beaucoup plus simple. Investir, ça va aussi lui permettre de potentiellement un jour dire non, j'ai plus envie d'aller à ce travail. Je préfère lancer une activité. J'ai ma sécurité de mon côté.
Et grâce à l'investissement que j'ai pu faire, je sais que je peux rester moi dans 2 ans, 5 ans, sans avoir à travailler, le temps de changer de voie, le temps d'apprendre une nouvelle compétence, le temps de développer quelque chose qui permettra d'être plus épanoui. Après notre séjour sur cette île, on a dû faire un transfert qui était assez compliqué là pour se rendre sur une autre île. Ça a coûté vraiment une blinde, mais d'avoir le petit bateau comme ça pour le sunset, c'était quand même sacrément cool. Il s'est arrêté pour qu'on puisse regarder ça. Bon, on est arrivé sur la deuxième île qui s'appelle Matamano Island. Alors, on est sur la petite villa. J'ai pris une villa avec la petite piscine juste ici. Bon, c'est un peu le bordel. On allait faire du snorkeling ce matin. La petite piscine, le petit lit juste là. Et là, on a une vue assez exceptionnelle. La vue est vraiment, vraiment géniale. Et là, en bas, on a une petite plage. Petite plage très, très sympa. On allait faire du snorkeling ce matin. On a pu voir 2 ou 3 mérons. C'est vraiment énorme. Ça bouge doucement et tout ça, mais c'est assez surprenant. Et 3 requins, 2 pointes blanches et un pointe noire, des requins de récif. Donc, c'est des requins qui ne sont pas agressifs, pas dangereux. Il y en a un qui était assez curieux derrière, le petit pointe blanc. Et vraiment, vraiment, cette île est assez incroyable. Et en ce moment, d'ailleurs, j'étais posé là en train de lire. Je suis en train de lire le livre Mastering the Market Cycles de Howard Marks. Je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit en français, mais c'est vraiment un livre que je vous recommande parce que vous allez comprendre en fait que tout est une histoire de cycle en bourse, etc. Et que les cycles sont rarement rationnels. Ils passent un bon moment, là je suis dans la première partie bien sûr, ils passent un bon moment à parler du fait que de 2 choses. La première, c'est que premièrement, les cycles vont, les actifs boursiers, l'économie, etc., ça va passer d'une mentalité où les gens qui sont actifs dessus pensent que ça va tomber à zéro. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance totale, on pense que ça va aller à zéro. Il n'y a qu'à voir par exemple ce qui s'est passé avec Bitcoin, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé aussi avec Meta. Meta, une entreprise qui génère 10, 15 milliards de bénéfices par an. L'action, elle a complètement chuté quand ils ont fait tout leur délire de métaverse, mais ils ont investi plusieurs dizaines de milliards dans le métaverse, alors qu'ils avaient largement l'argent. Donc, on a vu comment ça a chuté et comment tout le monde d'un coup était contre cette entreprise. Alors, on en a eu certains qui étaient suffisamment malins, qui ont compris que c'était une belle opportunité et qui ont investi, mais il faut comprendre l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est à quel point ça peut tomber. On a eu pareil avec 3M, avec tous les procès qu'ils enchaînaient, etc. Ils ont dû faire des mouvements stratégiques. L'action a complètement chuté et elle se retrouve là à monter. Je crois que depuis le début de l'année, elle a pris 30, 40, 50%. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Et il faut comprendre que c'est toute une histoire de si quand l'entreprise gagne de l'argent, quand l'entreprise est bonne, quand l'entreprise fait des bénéfices, quand l'entreprise a un potentiel de croissance, il y a quelque chose l'entreprise ne va pas disparaître. Une entreprise qui disparaît, c'est une entreprise qui a trop de dettes, une entreprise qui ne fait plus d'argent, qui n'est plus capable de payer ses dettes. Mais si, toi, de ton côté, tu fais gaffe à investir uniquement dans une entreprise qui a une dette faible, qui peut se rembourser en 3 maximum, grand maximum 4 années de free cash flow ou débit, que tu t'investis dans une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui n'est pas en baisse totale, ok ? Parce que si tu veux aller dans du pure value, tu vas devoir investir dans des entreprises qui ne sont pas forcément en grosse croissance de chiffre d'affaires. Mais évite les entreprises où le chiffre d'affaires est en train de baisser. Évite une entreprise où les marges sont en train de baisser. Évite les entreprises où le ROCE, le ROE, le ROIC est en train de baisser. Pas dans les entreprises où ça c'est plutôt stable, voire en croissance. Et là, en général, tu pourras trouver d'excellentes pépites value. Si tu veux plutôt de la quality, il faut que tu regardes tout ça où il y a de la croissance, bien sûr. Et c'est surtout ça que tu veux, la croissance pour du quality. Et le deuxième aspect d'un cycle, ça va être le moment où tout le monde est dans l'euphorie et pense que c'est devenu facile de gagner de l'argent, que ça ne peut plus baisser, que ça va monter, que ça ne s'arrêtera pas de monter. On l'a par exemple avec Nvidia, la bulle Internet, c'était ça. Le Bitcoin et les NFT, il y a 2-3 ans, c'était exactement ça. Où tout le monde se disait, tiens, j'y vais, de toute façon, on ne peut pas perdre d'argent. À l'heure actuelle, au moment où cette vidéo sortira, a priori, on n'est pas encore dans cette phase. C'est-à-dire, on est dans une phase où, certes, les marchés sont vraiment surévalués, tout est cher, mais on n'est pas encore dans cette phase d'euphorie où tout le monde pense que c'est facile de gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a quand même encore une marge de sécurité, une petite marge, avant que ça baisse. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien. La vérité, c'est que peu importe ce qui se passe, moi, je continue d'investir tous les mois dans des entreprises que je considère sous-évaluées, avec une sorte de répartition entre du quality gross, on va dire, à peu près 20-30% du portefeuille, et du dividende sous-évalué pour les 70-80% du portefeuille. Comme ça me donne un portefeuille qui va en même temps grossir et à la fois me reverser une bonne partie des revenus pour avoir du cash flow
pour avoir le plus de liberté possible. Donc ça, c'est par rapport au cycle. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce qui monte finit par descendre, tout ce qui descend finit par remonter, sauf bien sûr quand les fondamentaux sont complètement dégueulasses. Là, c'est la faillite. Là, on pense à des entreprises, je n'ai pas des noms directement en tête, mais des entreprises vraiment complètement nulles. Il faut aussi éviter d'investir dans de la peur, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'une fois il y a eu une arnaque boursière avec falsification de documents pour l'entreprise Enron, par exemple, qui fait encore du bruit. J'ai encore des clients qui me disent, mais tu sais, j'ai peur d'investir parce qu'à cause d'Enron, etc., on peut voir qu'il y a eu des falsifications et tout ça. C'est pas parce qu'il y a eu un cas de falsification, il y en a peut-être eu d'autres, mais un qui a fait beaucoup de bruit, que forcément toutes les entreprises vont être des arnaques, que tu vas tomber que sur des arnaques. Si tu veux te couvrir de ça, c'est très simple. C'est tu mets maximum 10% dans une entreprise. En mettant 10% dans une entreprise, même si tu en as une ou deux qui font faillite, le reste couvrira largement. Okay, donc si tu as peur, prends un portefeuille qui ne sera pas concentré, mets 5 à 10% maximum dans une entreprise, et là tu seras vraiment tranquille par rapport à tout ça. Je dois avouer quand même une chose, c'est que les coraux bleus, c'est quand même assez impressionnant et assez joli, je trouve. Bon, c'est l'avant-dernier jour ici au Fidji et le temps est vraiment pas terrible aujourd'hui. Il pleut, il y avait du vent ce matin, on n'a pas pu aller faire snorkeling, la mer était trop agitée. Heureusement qu'on en a bien profité avant. Je vais en profiter pour faire passer un message, parce que je reçois beaucoup de messages de la part de mes clients, qu'une récession va arriver, que les signes économiques d'une récession vont arriver. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai probablement dû poster la vidéo sur les différents signaux qu'on va avoir une récession. C'est intéressant d'en parler parce que beaucoup de monde commence à paniquer, beaucoup de monde commence à flipper sur est-ce qu'on aura une récession, oui ou non. Et si on a une récession, est-ce qu'il faut qu'on arrête d'investir et qu'on mette son argent ailleurs, dans l'or, dans l'argent, dans les crypto-monnaies, je ne sais quoi. La première chose à comprendre, c'est que une récession, c'est quelque chose qui a lieu en général à court terme. Alors on a eu des récessions un peu plus longues, comme ce qu'on a eu entre 2007 et 2009, si je ne dis pas de bêtises, mais les marchés boursiers ne se sont pas crashés de 2007 à 2009. Il faut comprendre une chose avec les récessions, c'est qu'il faut arrêter de le voir comme quelque chose de mal, de mauvais. Il faut arrêter de le voir comme quelque chose qui va complètement vous ruiner, qui va détruire votre vie. Loin de là, ok. La première chose, c'est qu'une récession, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, est-ce que vous flippez tous les matins quand vous vous réveillez, que vous allez choper un rhume, que vous allez choper la grippe? Les gens qui flippent pour ça, il y a une maladie, ça s'appelle être hypochondriaque, je crois, ou hyperchondriaque, bref. Vous avez compris l'idée, le truc, dites-le moi en commentaire pour que je puisse savoir la référence. Mais quand vous avez ça, vous avez une maladie, donc vous êtes soigné, ok? Sinon, si vous êtes une personne normale et saine d'esprit, vous vous inquiétez pas tous les matins à vous dire putain, est-ce que je vais choper la grippe aujourd'hui? Est-ce que je vais choper un rhume aujourd'hui? Et quand vous avez un rhume, c'est pas la fin du monde, ou quand vous avez la grippe, c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui arrive une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 5 ans. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre alimentation, ça dépend de votre condition physique, ça dépend des gens avec qui vous êtes, etc. Ça dépend de plein de choses, mais en règle générale, des petites maladies comme la grippe, comme les rhumes, c'est des choses qui arrivent régulièrement, une fois par an, 2 fois par an, etc. Mais c'est pas pour autant que vous en faites tout un canular, que vous en faites toute une histoire chaque matin, parce que vous voulez, parce que vous savez que vous allez l'avoir. Et autre chose, vous savez également que vous allez tomber malade, mais vous ne savez pas quand, et vous ne savez pas l'ampleur de la maladie. Une récession, c'est pareil. Dans une économie normale, une économie saine, on a des récessions qui vont arriver. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les récessions sont assez rares, et que la dernière qu'on a eue était en 2022, c'était une récession technique très légère. On a eu bien sûr pendant la pandémie, mais ça c'est un petit peu normal. Mais sinon des récessions purement causées par l'économie et la surchauffe de l'économie, à part celle de 2007 à 2009, il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est pour ça que ça fait peur, c'est parce qu'on a vécu 10 ans sous stéroïdes, avec une économie boostée à la planche à billets, boostée au taux d'intérêt faible. Donc oui, il y aurait une récession. J'en suis quasiment certain, il y aura une récession. Je ne peux pas dire à 100%, mais il y en aura une. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, je ne sais pas quand elle va démarrer. Est-ce que ce sera en 2025, est-ce que ce sera en 2026, est-ce que ce sera en 2027? On n'en sait rien, on sait juste que ça va arriver. Est-ce que ce sera violent? On n'en sait rien non plus, on sait juste que ça va arriver. Comment
En tirer profit, comment se protéger avec ça? L'idée ici, premièrement, c'est pas de se protéger. C'est-à-dire, il y a les gestes de base. Comme pour une maladie, comme une grippe, si tu ne veux pas choper la grippe, tu te protèges, tu te laves régulièrement les mains, tu as une hygiène de vie, tu fais un peu de sport, tu manges correctement, etc. Et a priori, et si tu sais que quelqu'un est malade à la grippe ou un virus, tu ne le fréquentes pas le temps que le virus passe. Disons, c'est des gestes de base que tout le monde fait, entre guillemets. Même pour une récession, l'idée, c'est assez simple, c'est tu investis de façon diversifiée et tu prends une habitude d'investir un peu tous les mois. La pire chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est te dire que je garde tout en cash et que j'attends. Parce qu'en gardant tout en cash, les marchés peuvent faire plus 300%. Récession arrive, ça fait moins 20, moins 30, moins 40%. Et tu te retrouves à toujours acheter plus cher que si tu avais acheté maintenant. Mais ça, dans 2-3 ans, après que la récession passe. Donc il ne faut pas être une flippette, il ne faut pas être passif à attendre que ça passe pour espérer que ce soit le moment d'investir. Il faut investir régulièrement. Si tu prends l'habitude d'investir tous les mois, toutes les semaines, peu importe comment tu fais, moi je le fais tous les mois par exemple, bien, si une récession passe, tu continueras d'acheter des actifs bons pendant que les prix ont baissé. C'est ça l'essentiel, parce que la récession arrivera. Donc il faut que tu sois positionné, peu importe ce qui se passe. Autre chose, une récession, c'est là où ça fait le tri. Ça ne veut pas dire que tous les business s'effondrent, ça veut dire qu'il y a un tri qui est fait. Les business qui étaient à moitié douteux, qui avaient des marges faibles, des rendements faibles, beaucoup d'endettement, en général, ces business vont mourir ou alors s'effondrer. Les business qui sont solides, ils vont faire un peu moins de chiffre d'affaires, peut-être un peu moins de bénéfices, mais ils ne vont pas être en danger. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une croissance estimée à 10%, il y aura une croissance à 5% pendant 2-3 ans, et après, ça repartira. Ce qu'il faut également se souvenir, c'est que quand tu as une récession, ça va baisser. L'économie baisse, etc. Mais l'économie, elle ne va pas baisser, les marchés ne vont pas baisser jusqu'à zéro. Il y a des entreprises qui vont continuer d'exister, ça ne va pas tomber jusqu'à zéro, ça va tomber jusqu'au point de trampoline, jusqu'au point où ça pourra repartir tranquillement à la hausse. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, qu'il y a un moment où ça pourra repartir tranquillement à la hausse. Et si toi, tu t'es positionné pendant tout ce mouvement, au final, peut-être que sur 1 an ou 2 ans, tu verras un moins 10, moins 20%, moins 30% sur ton portefeuille. Mais si tu investis à long terme, ça se passera bien. Si tu investis à long terme, tu ne vas pas te retrouver comme un con à plus avoir d'argent, à plus rien faire. Alors je ne te dis pas qu'il faut que tu mettes tout ton cash, que tu l'investisses, mais ne garde pas tout ton cash disponible. Garde ce qu'il te faut pour survivre pendant 3-6 mois et le reste, tu l'investis. Si aujourd'hui tu es salarié, fais en sorte de chercher d'autres emplois. N'arrête pas de chercher un emploi. Continue de postuler, de chercher un emploi. Même si tu penses que tu es indispensable dans ton entreprise, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ne pense pas que ta position est acquise. Essaie de trouver d'autres emplois. Parce que, au pire des cas, tu te fais virer, mais tu as un autre taf. Au mieux, tu ne te fais pas virer, ton taf, tu le gardes, mais tu peux négocier une revalorisation de salaire parce qu'on te propose mieux ailleurs. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à comprendre. Si aujourd'hui tu travailles, fais en sorte de continuer de chercher du travail. C'est quelque chose de très important. Mets de l'argent de côté, fais attention à tes dépenses, ne dépense pas bêtement dans les trucs inutiles et surtout investis, ne te prive pas d'investir. Pour ce qui est d'investir dans les métaux précieux, pourquoi pas une partie de son salaire, mais aujourd'hui ceux qui investissent dans l'or, etc., c'est des banques parce que c'est des valeurs, disons refuge pour des banques. On va avoir des très riches, mais les très riches, si tu regardes la répartition de leur fortune, dans des métaux précieux, c'est maximum du 4-5% de leur fortune. Donc ne crois pas que toi, en mettant du 20, 30, 40% de ton argent dans de l'or ou de l'argent, tu vas avoir une idée tu vas faire quelque chose d'exceptionnel, tu vas te protéger contre un krach boursier ou je ne sais quoi. Non. Investis aussi de façon diversifiée. Pas parce qu'on a une récession aux US ou en Europe, qu'il y a une récession qui aura lieu également en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc. Donc tu as toujours des endroits où c'est intéressant d'investir. Le monde entier ne sera pas en récession. Tu auras peut-être une récession aux États-Unis, une récession en Europe. Pendant ce temps-là, ça se ira très bien en Asie. Ensuite, peut-être que la récession arrivera en Asie et que là, ça ira déjà mieux en États-Unis ou en Europe. Donc, pense à ça également. Ok, une récession, c'est pas partout dans le monde en même temps. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et comme pour les arrivées et pour le reste, quand on est parti de cet endroit, on a eu le droit au petit chant cérémonieux. Et ensuite, là, c'était le départ. Un peu dégoûté de partir, pour être